Bonjour à tous, nous sommes donc dans la seconde partie du journal de Benjamin Blanchard, le libre journal de la plus grande France, et nous allons tout de suite parler de la Syrie. J'ai beaucoup d'invités autour de la table parce qu'on va parler du journal de Myriam. Alors j'ai Myriam, une jeune alépine avec moi. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors c'est le père Georges Sabé, vous êtes mariste, les maristes bleus d'Alep. C'est vous qui allez nous aider à comprendre ce qu'a à dire Myriam, c'est vous qui allez traduire aujourd'hui. Bonjour mon père. Bonjour. Et j'ai également Philippe Lobjoie, c'est par vous que Myriam a pu parler aux Français. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes donc journaliste, grand reporter, et vous êtes parti à Alep recueillir ce témoignage. Alors ma première question s'adresse à vous justement. Pourquoi vous êtes parti à Alep ? Qu'est-ce que vous étiez parti chercher ? Je suis parti à Alep en décembre, juste avant la chute définitive de la ville, enfin la libération, et parce que j'avais envie d'entendre et de comprendre un peu ce qui s'était passé dans Alep, et surtout c'est qu'on avait toujours les mêmes informations qui venaient d'un camp, et j'avais envie d'entendre un peu les autres voix. Donc je n'étais pas parti vraiment avec une idée précise, mais c'était quand même un siège historique, il se passait quelque chose de très important. Et voilà. Et en fait, au bout d'un mois, à force de tourner dans la ville, de chercher, j'ai rencontré le frère Georges, donc les maristes bleus, qui m'a présenté Myriam, qui donc était une jeune chrétienne qui avait été chassée de son quartier en 2013 par les djihadistes. Et donc, qui s'était réfugié du côté ouest et qui avait consigné un peu tout ça sur un petit cahier d'écolier. Et donc, on avait discuté. Et donc, j'ai trouvé que c'était une histoire absolument fantastique. Et surtout, ça racontait l'histoire de toutes ces familles chrétiennes dont personne n'avait vraiment parlé, en fait. Et c'est ce qui m'avait un peu choqué pendant toutes ces dernières années, c'est que tous ces gens-là, en fait, n'avaient pas de voix. C'est-à-dire, c'est comme s'ils n'existaient pas. Donc, je me disais quand même, c'était un peu journalistiquement un peu compliqué d'entendre qu'une seule voix. Voilà. Et alors pour les auditeurs, on rappelle que Alep pendant 4 ans, 5 ans même a été coupée en deux. La rébellion a pris la partie est de la ville en juillet 2012. La ville a été récupérée totalement par l'armée syrienne en décembre l'année dernière. Et donc c'est pour ça que un peu abusivement on parlait d'Alep Est et Alep Ouest, mais Alep est restée une seule ville. Elle est à nouveau une seule ville. Et ma deuxième question vient à vous justement, mon père. On a effectivement parlé, vous l'avez dit, la ville a été reprise par l'armée syrienne. En Syrie, on parlait de libération. En France, on a eu du mal à employer ce terme-là. Pourquoi vous avez parlé de libération ? Parce que la ville a été occupée par des terroristes. C'est pas des gens, c'est pas les habitants de la ville, c'est pas des gens que nous connaissions. Ce sont vraiment des éléments armés qui sont entrés en ville, qui ont divisé la ville en deux parties et qui ont fait un blocus total au début de la guerre sur la partie ouest de la ville. Et nous considérions que notre ville était une, malgré tout ce barrage qui séparait d'un côté et de l'autre. Il fallait mettre parfois 11 à 12 heures pour arriver d'un quartier à l'autre, quand dans le temps on mettait 5 minutes à 6 minutes pour y arriver. Donc la ville assiégée, la partie de la ville est a été occupée. Et en plus, je dois vous dire qu'il y avait plein de mensonges à travers les médias occidentaux, qui passaient dans les médias occidentaux relativement à tout ce qui se passait dans cette partie est de la ville, à travers donc des télévisions, des radios. On voulait à tout prix montrer la souffrance d'une partie de la ville, causée, disent-ils, prétendument par l'armée syrienne. Au moment où l'armée syrienne est entrée, on a trouvé une autre réalité tout à fait différente. Donc, moi, je profite de l'occasion pour vous dire combien c'est important de vérifier la réalité sur le terrain. Et donc, c'est pas une question seulement de prétendre que la vérité vient d'un côté. Les deux parties ont souffert, que ce soit à l'est ou à l'ouest. On a souffert la coupure d'eau, d'électricité, un blocus des deux côtés. Beaucoup de gens se sont déplacés. Il y a eu plein de gens qui ont perdu la vie. Mais dans tout cela, nous ne pouvons parler que d'une seule ville. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est que Alep, Halab.
Alors effectivement, ce qui est touchant, même poignant dans ce livre, c'est qu'on parle tout à coup d'une population, vous l'avez dit Philippe, dont on a peu parlé ou pas assez parlé en tout cas pendant cette guerre, qui a souffert comme le reste des civils de la ville d'Alep. Et j'aimerais demander à Myriam du coup comment a commencé cette guerre pour elle, comment est-ce qu'elle a découvert la guerre en fait? اكتشفتها من القذائف، من موت كتير عالم، من تشرد أطفال، نزوح عالم من بيتهم على محل تاني. J'ai découvert la guerre à travers donc des bombardements qui ont touché les quartiers où je vivais, avec la mort de plusieurs personnes et le déplacement de beaucoup de gens dans mon quartier qui sont venus de la partie est. Et alors justement, quand ces familles ont décidé de fuir, quand vous avez décidé de fuir parce que les rebelles avaient pris ces quartiers, qu'est-ce que vous fuyez de... Enfin, les rebelles, on a l'impression en France, on a dit pendant très longtemps que les rebelles cherchaient la liberté et la démocratie pour la Syrie. Beaucoup de familles ont fui. Qu'est-ce qui fuyaient? Moi, je n'accepte le mot rebelle. Je voudrais parler de terroristes. C'est des vrais terroristes. On n'a pas eu une révolution. On a eu des terroristes qui sont venus attaquer, voler, tuer, bombarder les deux côtés de la ville et puis détruire tout ce que nous avions comme patrimoine. Donc, je tiens à clarifier ce mot rebelle pour mettre à la place vraiment les terroristes. Ce sont des terroristes. Mandatés par qui? Pourquoi? Je ne sais pas. Mais c'est des terroristes. On a affronté une réalité de terrorisme et je dirais parfois même mondiale. Mais je vais revenir à la question que vous avez adressée à Myriam. Myriam, هدول وقت اللي خلوكم تنزحوا أنت إيش حسيتي؟ حسيت بالحزن والألم، لأنه أنا بترك كل شيء عشته لما كنت صغيرة ببيتي وعبطلع يعني برات بيتي. J'ai senti que quand j'ai dû quitter ma maison, que j'étais triste, je souffrais beaucoup parce que je quittais mon enfance et je quittais le lieu où j'avais vécu pendant toute mon enfance. Et alors, comment... il y a également dans ce livre, on trouve justement cette souffrance un peu au jour le jour, c'est-à-dire vous l'avez dit, l'absence d'électricité, d'eau, un quotidien difficile, mais c'est aussi des gens qui meurent, des proches qui meurent, une famille douloureusement touchée. Est-ce que Myriam peut nous expliquer ce qu'elle retient aujourd'hui, maintenant que la ville est justement libérée? On en parlera de la nouvelle vie dans Alep libérée. Qu'est-ce qu'elle retient de cette guerre en fait? Qu'est-ce qui... حكينا عن ما في مي ما في كهرباء ناس توفوا من قرايبينكم انت ايش بقيان هلا براسك من هالحرب؟ ايش بتتذكري من هالحرب؟ اهم شيء هيك ترك اثر كبير في حياتك. بيتي. Ma maison. Là, et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec cette maison? فقنا الصباح فقت الصبح بكير على صوت ماما له لبابا دخلوا وفقت على غنية الله أكبر اللي بغنوها. بقى أنا بس أخاف خفت كتير، بس أخاف بستفرغ فورا ببلش برجف. Donc je me rappelle très bien que ce matin-là, je me suis réveillé, maman qui criait et disait à papa, ils sont entrés, j'ai entendu leur chant Allahu Akbar, Allahu Akbar. J'ai eu peur, très peur, et quand j'ai peur, moi je vomis et je commence à trembler. Je me rappelle très bien de ce moment. بعدين يعني قمنا من فرشاتنا قعدنا نستنى ايش بده يصير وبعدين Après, donc, on a commencé à attendre pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. رحنا عند بيت لينا وجوني حتى يعني نكون معهم أكتر نلهي حالنا. On a passé un peu de temps chez les voisins à l'étage, chez Lina et Johnny, pour essayer d'oublier, de ne pas penser à ce qui était en train d'arriver dans notre quartier. أنا كنت كمشي لعبة بإيدي عبقلها ما تخافي أنا معك. Je tenais dans ma main une poupée à laquelle je disais « N'aie pas peur, je suis avec toi ».
وكانت ماما عم تلهينا عم تضحكنا مشان ما نحس أكتر الشي اللي عم بصير عنا. Maman nous faisait distraire pour qu'on ne sente pas ce qui arrivait. لأنه كان في تحت البناية دوشكا عم تقوس كل البيت عم برج كان هنا. Parce que dans la rue, devant l'immeuble, il y avait un doshka qui tirait et c'était tout l'immeuble qui tremblait. رحنا على البيت جانا ماما طبخت لنا شوربة أكلناها. بعدين نمنا أنا ونيمة عم بسمعن صوت تحت بالشارع عم تكسير وتخريب وكل شيء يعني حلو. Quand la nuit s'est approchée, nous sommes rentrés de nouveau chez nous à la maison. Maman nous a préparé une soupe et nous a demandé d'aller dormir. Mais moi, je ne dormais pas. J'entendais les voix de casse dans la rue. Ils cassaient, ils détruisaient tout. أنا كنت خايفة كتير بس مرتاحة لأني نايمة جنب أمي. Moi, j'avais peur, mais je me sentais à l'aise parce que je dormais à côté de maman. فقنا الصبح بكير على صوت عم بقولوا إنه هلأ بتروحوا وإذا ما رحتوا من بيوتكم بصير حسابكم مثل حساب العساكر اللي بقيوا هون. Et le matin, très tôt, on a entendu des cris qui nous annonçaient de devoir quitter et que si nous ne quittions pas, nous étions considérés comme l'armée qui était du côté du gouvernement. توني جارنا اللي تحتنا أجا قال لأهل البناية هلأ منمشي يا منموت كلياتنا مع بعض يا منعيش كلياتنا مع بعض. وهالكلمة كتير أثرت فيني أنا. Et je me rappelle que Tony, notre voisin de l'immeuble, a rassemblé les hommes et nous a rassemblés tous et nous a dit ou on meurt tous ensemble ou on vit tous ensemble. Cette phrase m'a beaucoup impressionné. Je l'ai gravée dans mon cœur et je m'en rappelle très bien. بسرعة حاولنا نضب شغلة لكل واحد حتى ما نتبهدل بس نطلع من البيت. لما طلعنا كانت الحارة خراب فظيع تحت يعني. Alors vite, on a préparé quelque chose, un peu d'habits pour prendre et mettre dans la valise, une petite valise de rien du tout, et on devait sortir. Quand je suis sorti, la rue était complètement détruite et je voyais partout en face de moi des destructions. كل العالم كانوا عم يبكوا. كل شي كان فيه حزن نكهة حزن ما كان في إنه شي حدا هيك. Tout le monde était en train de pleurer. Je sentais un parfum de douleur. On dirait que tout le monde était triste. عديت أنا جنب واحد مسلح خفت كتير منه دقنه هيك لبس قلابية سوداء أنا رفت خفت كتير. Je suis passé à côté d'un de ces éléments armés qui avait une barbe très longue et bien touffue et il portait une galabia de manches courtes et moi j'ai eu très peur. مشينا لحتى نقدر نطلع من محل ما هنن واقفين. طلعنا كان فري جورج عرف انه اجوا على الحي اللي نحن عايشين فيه. رحنا على الفرير. لما وصلنا الكل كان فارد عم ببكي كله قاعد على الارض عم ببكي. Donc ils nous ont laissé passer et on a traversé le quartier où nous vivions pour arriver dans un autre quartier plus sécurisé. Et là, Frère Georges avait su que ce qui était arrivé au quartier et il nous a emmenés chez les frères. Là, toutes les familles qui étaient là déjà étaient en train de pleurer. أنا قبل لما مشينا لبست جاكيتين لحتى ما يصير لي شيء إنه يدخل شيء أو رصاصة أو شيء. Un mois avant de quitter, j'ai porté 2 pulls pour que je ne sois pas touché par une balle.
Et alors justement, frère Georges, c'est donc vous qui les avez accueillis chez les Maristes Bleus. Quand on voit chez vous, effectivement, c'est la maison du bonheur un petit peu. Au milieu de cette guerre, il y avait énormément de familles qui venaient, des enfants qui étaient là toujours, ce qui était particulièrement touchant quand ailleurs dans la ville on entendait effectivement des bruits, enfin la guerre, on entendait la guerre. Chez vous, on voyait la joie, malgré tout, beaucoup d'enfants. Comment est-ce que vous avez accueilli, vous, ces familles? Comment est-ce que ça s'est mis en place? Parce que beaucoup de familles qui arrivent, comment est-ce que vous avez fait en fait? L'urgence de la situation, déjà dès le jeudi saint, nous avions un centre à Jabal Saydi, le quartier où ils vivaient. Dès jeudi saint à midi, nous avions terminé l'activité. Nous sommes passés chez Antonia, chez d'autres familles, pour les saluer et leur dire on se verra dimanche, en principe, au quartier, pour célébrer la Pâque. Mais déjà, il y avait plein de bombardements, plein de mortiers qui tombaient. Mais on ne soupçonnait pas que ça allait être le dernier moment de notre présence dans ce quartier-là. Et donc, j'essayais de suivre de près qu'est-ce qui arrivait. L'après-midi, on voulait y accéder et les barrages kurdes nous ont dit que c'était pas possible. Parce qu'en fait, ce quartier-là de Jabal Saydi et Cheikh Mansour était tenu par des barrages kurdes. Donc, arrivé au barrage kurde, ils nous ont dit, vous pouvez pas entrer. J'ai commencé à comprendre que quelque chose allait y arriver. Vendredi, Antonia m'annonce que ces types-là sont rentrés, mais à un moment donné, il y a une espérance qui naît parce que l'armée essaye d'intervenir et de repousser ces gens-là. En fait, au début, ils sont rentrés, ils ont commencé à casser tous les rideaux des magasins et à les voler. Ça, c'était la première chose. Ils ont terrorisé les gens, ils les ont obligés de rester chez eux. Et eux, entre-temps, étaient en train de voler tous les magasins, l'un après l'autre, tous les magasins. Donc, il allait y passer quelque chose. Je voulais à tout prix avoir toutes les nouvelles au cas où quelque chose arrivait. Ils étaient sans eau, sans électricité. Donc, toutes les directives étaient d'économiser d'énergie, de chargeurs, d'employer une pile ou bien d'employer une chandelle, n'importe quoi pour économiser On ne savait pas comment ça allait évoluer. À 4 heures du matin, la décision, comme l'a dit Myriam, était prise que les gens devaient quitter et on s'est dit, il faut agir. La question d'agir, c'est une urgence de guerre, une urgence de l'humain auprès de l'homme. Et donc, on s'est organisé. Déjà, à 6 heures du matin, en communauté, le petit noyau que nous étions, peut-être une dizaine de personnes, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de ces familles? La réponse spontanée, on ouvre notre maison. Et c'est comme ça que nous avons ouvert la maison pour accueillir les familles. On ne pouvait pas leur dire à ces familles-là, débrouillez-vous, on ne peut pas vous recevoir, c'est difficile. Bon, on accueillerait dans la mesure de nos capacités, dans la mesure de nos possibilités. Il fallait bien avant faire un centre de contact. C'est-à-dire, comme les familles sortaient, il y avait parfois des enfants qui étaient avec des parents, des personnes qui sont peut-être restées pour un peu plus de temps. Donc, on s'est organisé pour concentrer toutes les données et on a orienté donc tous les prêtres, les paroisses pour leur dire, écoutez, les déplacés de Jabal Saydi, s'ils veulent un renseignement sur leurs parents ou sur leurs enfants ou n'importe qui, ils peuvent nous demander, voilà le numéro de téléphone et nous, on peut leur donner toutes les données. En même temps, certaines personnes ont été pour acheter, s'approvisionner, même des draps, des couvertures, tout ce qui était nécessaire pour accueillir les gens et leur apporter une première sérénité. Je ne peux pas parler de paix, c'était une sérénité dans laquelle on leur disait, voilà, on vous connaît, vous nous connaissez, nous sommes déplacés autant que vous, et là, chez nous, on va vivre ensemble ce déplacement.
Les personnes sont arrivées l'une après l'autre, les familles l'une après l'autre, et tout doucement, on a essayé de les loger, de les installer. D'autres voulaient aller chez leurs parents en ville, on les a conduites. Vraiment, on a créé une dynamique d'un provisoire très fort qui faisait que ces gens-là, du moins, tiennent bon devant le premier choc qui était le choc d'un déplacement terrible. C'est le quartier qui a eu donc le déplacement de toutes ces familles chrétiennes et de beaucoup de familles musulmanes ou autres qui étaient là. Nous nous considérions à ce moment-là, nous autres aussi déplacés, parce que le centre que nous avions, les activités que nous avions avec les déplacés musulmans qui se trouvaient dans les écoles publiques du quartier, eux aussi qui étaient déplacés, il fallait vraiment garder à l'intérieur de soi une certaine sérénité, une certaine patience, même un certain sens de l'humour pour que ces gens-là puissent au moins accueillir ce déplacement avec un peu plus de sérénité. Ce n'était pas facile, il faut vous dire que ce n'était pas facile. Ce n'était pas seulement une question de quelques heures, ça a duré quelques jours au départ, le temps que tout le monde sache. L'idée qu'ils avaient en arrivant, c'est que c'est un provisoire. Dans 2 ou 3 jours, on va rentrer. Bon, nous autres, on savait que ça allait durer. Et malheureusement, ça dure jusqu'à maintenant. Même après la libération de la ville d'Alep, le quartier de Cheikh Massoud, de Jabal Saïdé, n'est pas libéré. Il est toujours tenu par les Kurdes. Ils peuvent avoir accès à pied pour aller visiter, pour ramener avec eux quelques photos ou quelques linges qu'ils ont à la maison, si la maison reste, s'il y a quelque chose encore à la maison, mais ils ne peuvent pas retourner au quartier. Jusqu'à maintenant. Et ça, c'est une des questions assez graves pour la ville d'Alep, qu'il y a encore 1 ou 2 quartiers où les habitants, les gens de ce quartier ne peuvent pas encore accéder. Alors, vous avez... Myriam nous a raconté le début, la fuite de la maison. On a bien compris qu'effectivement, ceux qu'on avait, nous, abusivement appelés les rebelles, étaient bien des terroristes. Quand ils ont une barbe longue et galabillée, maintenant, même en France, on sait reconnaître que ce ne sont pas des gens avec qui on a envie de vivre. C'est très clair. Moi, j'ai une question. En décembre dernier, la ville donc, a été libérée. Qu'est-ce qui a changé dans la vie de Myriam entre ces 5 années de guerre et depuis la libération? Qu'est-ce qui a changé dans le quotidien, dans ta vie? مريم ايش تغير بحياتك بعد تحرير مدينة حلب انه بعد 5 سنين حرب ايش تغير بحياتك اليوم ايش اللي تغير كيف الواقع هلا تغير كل شيء صار كل شيء أحسن صرت أقدر أدور مع رفقاتي ماما ما صارت تقلق علي أوتوكار المدرسة صار يجي على الموقف صارت تجي الكهرباء قليل بس إنه منيح والمي صارت تجي بطل في قذائف صرنا هلا صار في كتير نشاطات نعملهم كل شيء هلا حلو. Tout a changé dans ma vie parce que moi, pour commencer à dire qu'il n'y a plus de bombardement, et ça c'est important parce que maman n'est plus inquiète pour moi quand je sors. Et l'autocar vient pour l'autocar de ramassage scolaire vient. J'ai plein d'activités que je peux faire actuellement facilement sans inquiétude. Je peux revoir mes copains et l'eau, l'électricité en partie sont rétablies, donc ce qui me permet de vivre autrement ma vie, plus facilement. Et alors, vous l'avez dit, le quartier duquel vient Myriam s'appelle Jabal Saïdé, ce qui veut dire la montagne de la Vierge. Vous êtes chrétien, Myriam est chrétienne. Est-ce que c'était quelque chose de particulier d'être chrétien pendant cette guerre, ou alors est-ce que vous avez tout simplement été alépin et syrien?
Je pose la question à l'un et à l'autre. À l'un et à l'autre. Bon, très bien. Moi, je vais répondre. Non, je vais la laisser répondre peut-être et après je répondrai. Peut-être Antonia pourra dire quelque chose aussi dans ce sens-là. إنه أنت كنتي مسيحي، أنت طفلة مسيحية، إنه هلا أثناء الحرب أنت كنتي عم تعيشيها كطفلة مسيحية ولا كطفلة حلبية؟ كطفلة مسيحية. En tant qu'enfant chrétien. J'ai vécu la guerre en tant qu'enfant chrétien. Et qu'est-ce que ça voulait dire justement? وش يعني معنى سنة إنه تكوني مسيحية؟ يعني بدعي لله إنه يخلص الحرب، كنت بصلي قبل ما أنام، بروح على الكنيسة، مؤمنة. Je priais le Seigneur que la guerre cesse. J'allais à l'église. Je croyais que le Seigneur allait faire quelque chose pour que il y ait une paix dans ma ville. Voilà, j'étais croyante. Et alors ma question s'adresse à vous, mon père, du coup peut-être plus. Effectivement, quand on prie, on espère que le ciel va écouter sa prière, surtout quand on veut la paix. Comment est-ce que vous avez gardé l'espérance et surtout comment est-ce que vous avez enseigné l'espérance au milieu de cette guerre? On n'enseigne pas l'espérance, on la vit. Pour moi, la foi chrétienne, c'est pas une question seulement et uniquement de prière. Il faut vivre de cette foi et pour vivre de cette foi, il n'y a qu'à se solidariser avec les gens. Être solidaire de leur vie, de leur misère, de la situation dramatique dans laquelle ils se trouvent, les écouter et par cette présence apaisante, apporter une certaine espérance. Voilà, ça c'est très humblement... Être chrétien aujourd'hui au milieu d'une guerre, c'est créer une ambiance autour de nous qui rayonne de cette espérance dans la misère de tout homme. Indifféremment que ce soit un chrétien ou musulman, indifféremment que ce soit riche ou pauvre, indifféremment que ce soit homme ou femme, l'important c'est que l'autre sente qu'il est accueilli, qu'il est écouté, qu'on est attentif à ses besoins, qu'on essaye de répondre en toute sincérité à ses attentes et ses besoins, et qu'ils sentent qu'on le regarde avec toute la dignité humaine d'un homme, d'une femme, d'un enfant, d'un adulte, d'un jeune, auquel on voudrait lui dire, voilà, l'espérance est possible. On ne réussit pas toujours. Il y a des moments où on est fatigué, des moments où on est à bout de souffle. Il y a aussi une autre dimension de laquelle je voudrais parler, c'est la dimension communautaire de la vie chrétienne. On ne vit pas sa foi tout seul. On la partage avec les autres. Et c'est avec les autres en communauté, que ça soit, disons, puisque nous sommes en train de parler de notre foi chrétienne et de notre réalité ecclésiale, d'une communauté où les consacrés avec les laïcs ensemble, nous pouvons faire une communauté de foi, de service, de solidarité, une communauté qui dynamise un peu la vie dans laquelle on se trouve. Donc, ma foi a tremblé. Il y a des jours où j'ai souffert. Il y a des jours, je peux vous dire, où j'étais révolté. Vous savez, c'est pas facile de perdre un ami. C'est pas facile d'écouter la douleur d'une maman. C'est pas facile de se retrouver à la morgue pour dire au médecin légiste, ce cadavre, ça c'est l'enfant un tel, ce cadavre c'est l'enfant un tel. C'est pas facile de savoir que parmi ceux que vous connaissez très bien, ceux que vous chérissez, il y a des personnes qui sont décédées. C'est pas facile de voir que un homme que vous aimiez bien a été tué brutalement, sans aucune raison, parce que seulement c'était un homme. Donc, la foi n'est pas une exubérance, la foi n'est pas de dire tout va très bien, tout est réussi, ça va. La foi n'est pas
quelque chose de statique dans lequel on est, c'est une dynamique. Et il y a parfois, on peut dire au Seigneur comme les apôtres, écoute, on ne peut plus, il y a notre bateau qui vacille, c'est pas facile aujourd'hui qu'on puisse continuer, on a besoin de toi, on compte sur toi, on reprendra, on le sait très bien, mais aujourd'hui, on ne peut plus. La croix dans la dimension chrétienne, c'est pas seulement un symbole et c'est pas seulement non plus une histoire du passé. Dans la croix quotidienne, accepter de se relever et d'avancer, même si l'horizon n'est pas clair. Et souvent, l'horizon n'est pas clair. On ne sait pas où on va. Peut-être en faisant une relecture de notre vie, peut-être Myriam pourra vous parler en cela de l'idée d'écrire son journal, en faisant, et elle a employé plusieurs fois ce mot de relecture. Peut-être une relecture à l'image d'Emmaüs de notre journée nous permet de comprendre sa présence, ses traces dans notre vie. Il y a un autre thème très important du vécu d'une guerre, c'est la question du pardon et de la réconciliation. C'est vrai, comme disait Myriam, que maintenant, il n'y a plus de bombes. C'est vrai que la ville est de nouveau unifiée. C'est vrai que les autres, et qui sont les autres? Ceux qui étaient de l'autre côté, peut-être ceux qui nous envoyaient, ceux à qui on envoyait des bombes, je ne sais pas. Maintenant, on est affronté à cheminer. Comment cheminer? Comment vivre une certaine réconciliation? Comment pardonner? Comment revenir au Notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, au moment où la guerre a blessé l'homme dans le plus profond de lui-même. Ça, c'était une des questions que nous avons débattues avec Myriam et les jeunes en catéchèse. C'était un temps de formation que j'ai pu assurer dans le cadre d'un de nos programmes du MIT et puis au centre de catéchisme de la ville d'Alep. C'est un thème assez important et il est pour le moment un des thèmes centraux de notre vécu de chrétien. Alors, je rappelle aux auditeurs que vous êtes à l'écoute du livre journal de la plus grande France de Benjamin Blanchard et je reçois aujourd'hui Myriam qui est la jeune fille qui parle dans le livre qui s'appelle Le journal de Myriam, un témoignage qui a été recueilli par Philippe Lovejoie qui est aux éditions Fayard. Vous évoquiez, mon père, la question de l'écriture. J'aimerais bien savoir pourquoi Myriam a décidé d'écrire, pourquoi elle a décidé de raconter tout ça, pourquoi elle a eu besoin ou envie, je sais pas, de raconter ça et notamment aux Français. مريم ليش ردتي أول شيء تكتبي مذكراتك؟ ليش كنتي مشتهية تكتبي؟ ليش ردتي تكتبي؟ وبعدين قولي لنا ليش ردتي ينكتبوا بالفرنساوي؟ أول شيء أول ما بلشت الحرب ماما قالت لي إنه لازم أكتب مذكراتي حتى أتذكر إيش صار معي بوقت الحرب. Au début de la guerre, maman m'a invité à écrire mon journal pour essayer de me rappeler ce qui s'est passé pendant la guerre. بعدين ليش ردتي إنه يطلعوا بالفرنساوي؟ حتى يعرفوا هون أكتر عن حلب الغربية، إنه في حلب الغربية، إنه كيف نحن كان تنقطع الكهرباء عنا، تنقطع المي، ينقطع كل شيء، مو بس حلب الشرقية، في كمان حلب الغربية كمان. Et le jour où j'ai pu publier en français, c'était pour dire aux gens d'ici, donc aux lecteurs en langue française, que ce n'est pas seulement dans la partie est de la ville qui a subi sûrement des bombardements et des coupures, mais aussi la partie ouest, là où je vivais avec mes parents et
mes amis, nous aussi, nous avons subi les bombardements, nous avons subi la coupure d'eau, de l'électricité, le blocus. Donc, je voulais que les autres aussi s'informent d'une réalité que peut-être elle n'était pas présentée. Et justement, Philippe Lovejoy, vous êtes vous parti à Alep. Qu'est-ce qui vous êtes resté 3 mois, je crois, sur place. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans ce que vous avez vu par rapport à peut-être ce qu'on avait entendu ou ce qu'on imaginait de la ville d'Alep? Ce qui m'a le plus touché quand je suis arrivé à Alep, c'est d'abord la gentillesse des gens. Je m'attendais pas du tout à ça, parce qu'on m'avait expliqué que c'était quand même un pays terrifiant et affreux. Et voilà. Et donc, j'ai trouvé des gens absolument sympathiques. Mais surtout, c'est toute l'histoire du siège, où d'un seul coup, j'ai découvert que, voilà, sur une carte, tout simplement, on nous avait pas totalement expliqué, si vous voulez, que la ville, en fait, était contrôlée quasiment à 70% par l'ASL et les djihadistes. Et c'était pas seulement les quartiers est, c'était le quartier nord, les quartiers sud et même un petit peu de l'ouest. Et qu'en fait, dans le petit triangle du quartier ouest, il y avait en effet une population chrétienne, mais il y avait aussi énormément de musulmans qui étaient venus se réfugier pour éviter les bombardements à la fois des deux côtés, mais surtout il y en avait énormément qui ne voulaient pas vivre en fait avec l'ASL et avec les djihadistes. Et à la chute de la ville, c'est-à-dire quand la ville a été entièrement reprise par les loyalistes, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quand même 60 000 personnes qui vivaient en fait avec l'ASL et avec les djihadistes, qui ont décidé de venir se réfugier dans les quartiers gouvernementaux. Et c'est quelque chose qui n'a pas été non plus extrêmement montré, on n'a pas beaucoup parlé. C'est-à-dire que ces gens-là qui avaient quand même subi les bombardements ont quand même préféré venir se réfugier à l'ouest plutôt que de partir à Idlib ou de rester à l'est. Alors on précise que l'ASL dont vous parlez, qui était présente dans ces quartiers-là, est l'armée syrienne libre, qui n'a de libre que le nom, on l'a bien compris. Alors vous avez reçu pour ce livre un prix, déjà, je veux dire, parce que le livre est sorti il y a peu de temps. Vous avez déjà reçu le prix, celui de l'Express, vous m'arrêtez si je me trompe. Alors déjà, vous Philippe, quel est votre état d'esprit au moment où vous recevez ce prix? Et puis après je m'adresserai à vous, peut-être qu'il y a un peu une injustice qui est en train d'être corrigée dans la manière dont on parle justement de la Syrie, d'Alep et de ce que vous avez vécu. Mais d'abord vous Philippe. Écoutez, on était extrêmement étonnés parce qu'on l'a appris, je crois que c'était 2 jours avant, par un SMS qui expliquait, si vous voulez, qu'on était donc lauréat du prix de l'essai 2017 décerné par l'Express et BFM TV. Et on était extrêmement touchés. Et en fait, le rédacteur en chef de l'Express, qui s'appelle Christian Macarian, a été totalement bouleversé par le livre. Et il m'a expliqué qu'il n'y avait même pas eu de débat. C'est-à-dire que tout le monde autour de la table avait dit c'est ce livre-là qui doit recevoir le prix de l'essai. Donc on était extrêmement heureux et ça s'est vu. Et ça a permis en effet de parler, que Myriam puisse aussi s'exprimer face à des gens qui n'étaient pas totalement au courant souvent, ou qui pendant plusieurs années avaient cru un certain nombre de choses. D'un seul coup, voilà, il y avait une réalité qui rentrait dans leur vie. C'est pour ça que je parle un peu de rétablir, en tout cas de corriger une injustice pendant 5 ans et plusieurs fois. Mon père, vous l'avez dit aux Français, alors par des voix plus ou moins détonnées, vous leur avez dit attention à ce que vous entendez. La réalité n'est pas aussi simple que ce qu'on veut bien vous dire. Est-ce que quand Myriam a reçu ce prix hier, vous avez eu l'impression qu'enfin, finalement, on entendait aussi votre souffrance et celle de la Syrie, celle d'Alep et celle de la Syrie même peut-être? On n'entendait pas notre souffrance. On entendait la réalité d'une souffrance réelle et non pas d'une souffrance qui était, disons, virtuelle et qui passait par des médias et des gens qui étaient à des kilomètres, des milliers de kilomètres et qui fabriquaient des histoires qui ne sont pas vraies. Et je vais vous citer, je vais profiter. Avant tout, je voudrais remercier à travers votre radio la direction de l'Express et spécialement Monsieur Christian Macarian, qui lui aussi, avec ses grands-parents, ont vécu avec le génocide arménien tout un déplacement vers la ville d'Alep, vers Beyrouth, vers Marseille,
Et quand il m'a dit, quand je l'ai rencontré, on en a discuté, il m'a dit, écoutez, moi aussi, ma famille a vécu un génocide, elle s'est déplacée d'un lieu à l'autre, elle est arrivée aujourd'hui là où elle est arrivée. Le Seigneur veut que nous soyons là. Donc, et il nous a donné beaucoup de force. Mais je veux revenir à la question de la justice. La justice à travers les moyens de communication. On nous a parlé souvent du dernier hôpital d'Alep. On nous a parlé du dernier pédiatre qui a été tué d'Alep. On nous a parlé de l'hôpital Al-Firdaus qui a été bombardé par l'armée syrienne et il y a eu plein de morts. On nous a parlé d'un petit enfant, Omran, qui a été touché par les bombardements de l'armée syrienne et qui, cet enfant-là, on l'a montré comme une image de marque de l'atrocité du bombardement du gouvernement syrien. La vérité est autre. Maintenant qu'Alep est libre, on peut accéder à l'Est, on peut écouter les gens, leurs souffrances, leur réalité. Moi-même, je suis témoin de quelques points sur lesquels je voudrais être très clair. Les gens de l'Est souffraient de la présence de ces terroristes qui les privaient de tout et qui étaient pris en otage par des gens qui voulaient les utiliser comme moyen de communication d'une atrocité du gouvernement syrien. Réellement, ce sont eux des terroristes. Quand on découvre qu'il y a plein de dépôts de médicaments qui sont restés juste après la libération, plein de dépôts de denrées alimentaires desquels les gens étaient privés, du riz, du sucre, de n'importe quelle denrée. Et les gens souffraient, avaient faim, parce que l'armée avait encerclé la partie Est, et que ces gens-là n'avaient pas le droit de manger, d'avoir accès à ces dépôts. Moi, je me demande comment les médias ont réagi à cela, comment les médias occidentaux. S'ils ont voulu montrer la réalité, il fallait la montrer. Je vais vous parler de l'hôpital Al-Quds parce que de grande renommée dans les médias mondiaux, même je crois, je ne sais pas si M. Hollande en avait parlé, enfin, mais l'hôpital Al-Quds bombardé. Vous savez, aujourd'hui, parler d'un bombardement de l'hôpital Al-Quds, d'un hôpital, ça veut dire que celui qui bombarde, on peut lui donner toutes les qualifications possibles et imaginables. L'hôpital Al-Quds n'a pas été touché. Et je défie n'importe quel journaliste qui arrive à Alep de venir avec moi et que je lui montre l'hôpital. Et que je lui dise, ça c'est l'hôpital Al-Quds, duquel vous avez dit qu'il a été bombardé. Mais je peux lui montrer que juste à l'hôpital, à côté de l'hôpital Al-Quds, il y a un immeuble qui a été bombardé. C'était un siège de Al-Nusra. Donc, heureusement qu'à travers le prix de l'Express, on nous transmet qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de chercher la vérité et de la dire. La même chose, je peux parler du fameux dernier pédiatre qui a été tué, et donc il ne restait plus personne. Et je peux vous citer plein d'exemples. Nous avons été visiter des gens qui étaient sortis et qui sont revenus chez eux. Et ils nous ont expliqué comment ils vivaient, dans quelle misère ils vivaient. Le prix d'un kilo de sucre ou de riz qui était multiplié par 1 millier, par une centaine de fois, seulement parce que ces éléments armés ne voulaient pas ouvrir leur dépôt. Je vais parler du dernier encore symbole, Omran, le petit enfant, le petit garçon, qui est actuellement à Alep avec ses parents et que ses parents sont en train d'expliquer aux médias la manipulation qu'ils ont subie
de par des éléments armés. Myriam n'est pas fictive, elle est réelle, elle a vécu une réalité. Peut-être pas atroce, peut-être que ce n'est pas pour les médias un scoop, mais c'est une réalité, c'est une vérité, c'est une petite enfant. Le jour où son papa devait l'emmener de l'école à la maison, ils avaient peur, c'est une réalité. J'aurais aimé qu'on parle de cela, de cette réalité. Je ne nie pas que de l'autre côté, il n'y a pas eu de souffrance, que les gens ne sont pas qu'il y a plein de situations aussi dramatiques de l'autre côté. Je ne le nie pas. C'est une réalité. La guerre, c'est une guerre. Et dans une guerre, on souffre. Mais au moins qu'on reflète à travers les médias, et ça, c'est, je crois, la vocation des médias, c'est de refléter une réalité et non pas de refléter une situation fictive parce que seulement on est assis à Rome, à Paris, à New York, je ne sais pas où, et on est en train de raconter l'atrocité d'un gouvernement qui est en train de tuer sa propre population quand la réalité était différente. Les deux cousins de Antonia qui sont morts, et je voudrais en parler d'un spécialement. Bon, il est mort au combat. Le cadavre n'a pas été rendu. Au contraire, on l'a passé sur YouTube. On l'a montré. Ça, c'est grave aujourd'hui que YouTube accepte de présenter des terroristes montrant des cadavres de soldats qui ont été tués. Qu'on le veuille ou non, ce sont des personnes humaines. On était peut-être en guerre, on n'était pas du même côté, mais ils sont morts. Et au moins qu'il y ait un respect pour un cadavre, pour sa famille. Quand j'ai discuté avec les parents de ce jeune, après avoir vu le YouTube, le papa s'en remettait à Dieu. Il dit, moi-même, jusqu'à maintenant, je ne réussis pas à pardonner. Je laisse, si vous voulez, entre parenthèses, à Dieu de rendre la justice à ma famille, à mon fils qui était mort dans la guerre, dans les combats. Quand je lui ai dit, tu pardonnes, il m'a dit, en tout cas, je remets tout entre les mains de Dieu. Voilà une admirable présentation d'une certaine démarche de foi. Et je pense que c'est important d'en parler dans une radio, à la télévision, dans les médias, pour dire que, enfin, la guerre touche l'homme. Et dans cette guerre, on ne peut que respecter l'homme, quoi qu'il soit, d'un côté ou de l'autre. C'est un homme. On a fait le combat, on a fait la guerre. Pourquoi on l'a faite? C'est pas nous qui l'avons mandaté, ce n'est pas nous qui l'avons désiré. Nous la subissons. Nous l'avons subi d'un côté et de l'autre. Au moins, permettez-nous d'être en paix. Voilà, ça c'est mon point de vue à propos de la vérité, de rétablir la justice et si vous voulez, de citer des sources réelles, véridiques, la situation dans une guerre. Voilà. Et alors, moi, j'ai une question là à poser à Myriam. Du coup, il y a un passage dans ce livre qui est particulièrement touchant. C'est la restitution d'une discussion un peu que vous avez tous les deux, donc vous, Père Georges, et toi, Myriam, sur justement la question de la réconciliation, de l'avenir. Et Myriam dit, vous avez parlé du pardon et cette difficulté, évidemment, à pardonner quand on voit ce qui a été subi. Et vous lui répondez, mais regarde, en fait, on vivait avec beaucoup. Alors, vous prenez l'exemple des musulmans, de l'amie de Myriam qui s'appelle Joudi, qui est elle-même musulmane. Comment est-ce que, alors moi, la question que j'ai à poser à Myriam d'abord, et puis vous prendrez la suite, mais comment est-ce qu'elle imagine la vie à nouveau à Alep, avec effectivement une population majoritairement musulmane? Est-ce que finalement c'est ça la question? Comment est-ce qu'on pardonne? À qui on pardonne? Comment est-ce qu'elle imagine tout ça? مريم انه نحن حكينا انا وانت عن المصالحه وقلتي انه عندك صعوبه بالمصالحه بس بنفس الوقت انا ذكرتك بوجود جودي رفيقتك المسلمه
طيب أنت كيف تتصوري المستقبل بالعيش المشترك مع الإسلام؟ ممكن بتسامحي ما بتسامحي تلتقي مع أشخاص مسلمين ولا لا أبدا؟ إيش رأيك؟ من قدك أو بتسامحي الناس يلي قتلوا لك، ناس قرايبينك هجروكي، وبعدين بتعيشي مع ناس مثل جودي مثل يعني اليوم إيش تقولي لهم؟ هلا أنا ما بسامح اللي خربوا الشيء اللي كان حلو، اللي خلونا ننزح من بيتنا. ما بسامح إنه خربوا طفولة كل ولد، منعوا إنه يعيش طفولته. بس Je ne peux pas pardonner à ceux qui ont détruit le pays, à ceux qui ont obligé les gens à se déplacer. Et je ne peux pas pardonner à ceux qui ont empêché n'importe quel enfant de vivre son enfance. بس جودي هي رفيقتي من وقت ما كنت صغيرة. أنا بحبها كتير، هي بتحبني أكتر. نحن يعني كل شيء عملناه سوا، صارنا هلأ 7 سنين رفقات. Mais Judy, c'est mon amie. Ça fait 7 ans que nous vivons ensemble. On s'aime beaucoup. Elle m'aime, moi je l'aime aussi. Nous avons fait plein de choses ensemble. وشي طبيعي إنه يكون عندي رفقات إسلام يعني. C'est très normal que je puisse avoir des copains musulmans. Ça, c'est normal. مثلهم، بس هن دينهم غير. يعني أنا مسيحية، هن الإسلام. Ils sont comme moi, je suis comme eux. Leur foi et leur religion est musulmane. Moi, ma foi et ma religion est chrétienne. كلياتنا أولاد. Nous sommes tous des enfants. Et vous, mon père, alors comment est-ce qu'on peut travailler à cette réconciliation? Myriam l'a bien expliqué, il y a finalement les islamistes, les terroristes qui ont terrorisé et détruit la Syrie, qui ont tenté de le faire, qui continuent d'ailleurs, hein, puisque la guerre n'est pas finie en Syrie, mais il y a la population, les musulmans. Quand on va chez vous à Alep, il y a beaucoup de familles musulmanes qui sont là, qui sont extrêmement reconnaissantes du travail que vous faites. Est-ce que pour vous cette réconciliation finalement est possible? Est-ce que la Syrie peut redevenir la Syrie qu'elle était juste avant cette guerre? Elle l'est. Elle ne va pas redevenir. Elle l'est. Quand j'ai parlé de terroristes, je n'ai pas parlé de musulmans. Parce qu'en tout cas, s'ils prétendent qu'ils sont musulmans, ils sont loin de leur islam, d'un certain islam. Ils sont en train de parler d'un certain islam, d'une certaine charia, qui n'a rien à faire avec l'islam que nous connaissons, avec lesquels nous vivons depuis plus de 14 siècles, avec eux, nous avons partagé l'éducation, nous avons partagé le commerce, nous avons partagé le voisinage, la vue de l'avenir de notre pays, de notre région ensemble. Et nous vivions dans le respect. C'est vrai qu'il y a des différences, mais nous vivons dans le respect mutuel. Je crois que chaque maison avait des voisins ou bien des amis de l'autre côté, donc musulmans ou chrétiens, et nous vivions. Nous savions qu'il y a des différences, nous savions qu'il y a des chrétiens, des musulmans, mais nous n'avions pas cette impression que l'islam allait anéantir des chrétiens. Et en tout cas, notre guerre n'était pas une guerre de l'islam contre les chrétiens. Comment envisager l'avenir? Eh bien, en continuant à vivre comme nous sommes en train de vivre jusqu'à aujourd'hui. Quand Myriam parle de Judy, vous sentez la joie de vivre de 2 enfants et qui ne se posent pas la question s'ils sont musulmans ou chrétiens, qui se disent nous sommes enfants. Et quand nous pensons à toute notre relation en tant qu'Homariste Bleu avec plein de familles, plein de personnes, dans l'éducation, dans l'écoute de leurs souffrances, eh bien, c'est pour moi le chemin que nous avions emprunté en tant que communautés différentes, mais qui vivaient ensemble et que nous sommes invités à continuer. Et je crois qu'il ne faut pas écouter aujourd'hui un discours qui dit « Ah, ça c'est l'islam et il faut avoir peur des musulmans ». Je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut comprendre qu'ensemble, on peut construire
un avenir et un avenir de l'humanité. Aujourd'hui, dans le monde actuel, il y a des cris qui se lèvent partout pour dire faites attention, il y a une islamophobie terrible, mais à vrai dire, si nous savons tendre la main l'un à l'autre, non pas seulement nous les chrétiens qu'on leur tende la main, mais accepter qu'eux aussi nous tendent la main, ensemble nous pouvons construire une civilisation de l'amour, nous pouvons construire une réalité sur cette terre dans laquelle l'un et l'autre peut, en se respectant, construire, si vous voulez, le royaume. Et je voudrais terminer par ce mot, parce que ça, c'est le plus important. Qu'un jour, sur cette terre, un royaume de paix, un royaume d'amour, un royaume de réconciliation soit une réalité. Et c'est précisément, vous employez les mots civilisation de l'amour, les mots de Saint Jean-Paul II, et c'est précisément pour ça aussi qu'il faut vouloir, et quiconque a été dans cette région, qu'il faut vouloir la présence des chrétiens pour le message qu'ils portent, et précisément pour cette volonté d'une civilisation de l'amour que d'ailleurs tous reconnaissent et apprécient. Alors l'émission va se terminer dans quelques minutes maintenant. Je rappelle donc nous avons parlé du livre Le Journal de Myriam. Myriam était avec nous, le père Georges Sabet, donc les maristes bleus, qui connaît très bien Myriam et qui l'a présenté pour faire ce livre, était également avec nous. Et vous, Philippe Lobjoie, qui êtes du coup l'auteur de ce livre, celui par qui arrive le témoignage en France. Il va vous rester 1 minute chacun pour conclure. Peut-être, je sais pas, je vais vous laisser. Vous avez dit tout à l'heure, vous avez donné une belle leçon de journalisme que j'ai essayé d'écouter. Alors, en toute humilité, je vais vous demander qu'est-ce que vous avez envie de dire justement avant de partir. Vous nous avez parlé du royaume juste avant, mais voilà, sur la minute de la fin, quelle est la chose que vous voulez que les Français retiennent de ce livre, du témoignage que vous avez voulu apporter, mais surtout voilà, de votre présence. Vous êtes venu jusqu'à nous, qu'est-ce que vous avez envie qu'ils retiennent? Un jour, il y a des jeunes Français à travers l'association SOS Chrétien d'Orient qui sont venus à Alep, qui ont accepté de laisser leur confort en Europe, qui sont venus pour être solidaires. La solidarité n'a pas de frontières. La solidarité, c'est une vision de l'Évangile. La solidarité, c'est un déplacement vers l'autre. Moi, je voudrais faire remarquer qu'aujourd'hui, nous sommes invités tous à être solidaires les uns des autres. Parfait. Myriam, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? لا ايش تحبي هيك كلمة تننهي خلاص بقي دقيقة عنه. تحبي تقولي شيء للناس اللي عم بيسمعوكي؟ يعيشوا بسلام، ايش تحبي؟ بحب انه ما يصير فيهم مثل ما صار فينا، انه حرب. J'aime que il ne leur arrive pas ce qui nous est arrivé, la guerre. C'est une belle parole, on espère aussi, et puis on espère la paix, évidemment, pour la Syrie. Donc c'était, vous étiez à l'écoute du Libre Journal de la plus grande France, un Libre Journal qui est dirigé par Benjamin Blanchard et dans lequel on parle très souvent de la Syrie et des chrétiens d'Orient plus largement, puisque Benjamin est directeur général de SOS Chrétiens d'Orient dont vous venez de parler. Je rappelle donc, le livre s'appelle Le Journal de Myriam, avec Myriam Rawik, donc c'est aux éditions Fayard. Le témoignage est recueilli par Philippe Lobjoie et je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir passé cette heure avec nous, de ce magnifique témoignage, et j'invite évidemment tous les auditeurs à lire ce livre qui fait découvrir, on a beaucoup parlé sur cette radio notamment, mais dans cette émission, de la réalité justement d'Alep comme une grande ville et de la souffrance qui était partagée par tous les habitants de la ville. Je vous invite à lire ce livre parce que concrètement on découvre parfois les larmes aux yeux, ce qu'a été la réalité de cette guerre et ce qu'elle continue à être malheureusement en Syrie comme dans d'autres pays. Je vous dis à très bientôt, merci de nous avoir écoutés et bonne journée.